Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année 2023, consacré aujourd'hui aux gestions pilotées gérées par notre partenaire Generali Wealth Solutions. Alors peut-être déjà pour tuer tout suspense, on a une belle évolution sur les marchés financiers sur l'année 2023. On a eu un Eurostoxx et un MSCI World notamment qui performent de quasiment plus de 19% depuis le 1er janvier. Donc vraiment une belle évolution sur les marchés. On a plusieurs explications pour constater ces hausses, notamment la baisse de l'inflation et la politique des banques centrales qui commence déjà maintenant à calmer un petit peu les choses. Pour autant, on a encore quelques indicateurs économiques qui sont quand même plutôt encore assez, qui continuent à se dégrader. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si la hausse sur les marchés peut continuer sur les mois à venir. Pour analyser ces différents chiffres, je reçois aujourd'hui Ibrahim Al-Khalil. Bienvenue Ibrahim, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On regardera ensemble donc, tous ces chiffres, on analysera les tendances sur les marchés et on analysera aussi bien entendu les deux profils de gestion pilotée de Generali Wealth Solutions, le profil patrimoine et le profil conviction. Est-ce que peut-être pour commencer simplement, Ibrahim, tu peux nous présenter GWS en quelques points rapidement? Bien sûr. Bonjour à tous et à tous. Je suis ravi d'être là et encore une fois, merci pour l'invitation. Alors, Generali Wealth Solutions, c'est la société de gestion du patrimonial du groupe Generali. Et en fait, Generali Wealth Solutions s'appuie sur deux jambes essentiellement, l'ingénierie patrimoniale et l'ingénierie financière. En ingénierie patrimoniale, on va retrouver du conseil patrimonial assez classique avec des ingénieurs patrimoniaux, et en ingénierie financière, on va proposer de la gestion, différentes solutions de gestion, notamment la gestion pilotée qu'on fait pour Alta Profit, mais également des produits structurés. Très bien, merci beaucoup Ibrahim. On peut peut-être rentrer directement dans le vif du sujet, donc sur les performances des principaux indices. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Bien sûr. Alors les années, c'est une année assez exceptionnelle. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas et sont même parfois diamétralement opposées sur certains points. On a une année 2023 assez impressionnante en termes de performance qui s'oppose assez fortement à l'année 2022 qui était très difficile sur les marchés. Le premier constat qu'on fait, c'est que l'ensemble des indices sont dans le vert et quasiment l'ensemble des classes d'actifs sont plutôt positifs sur l'année 2023. Tu citais quelques chiffres, mais c'est assez impressionnant. C'est le premier point d'opposition qu'on a avec l'année 2022 où tous les indices étaient en net recul. Alors, c'est fait de manière assez déséquilibrée. La surperformance qu'on avait des marchés européens par rapport aux marchés américains ne se vérifie pas cette année. Au contraire, on a le phénomène un petit peu inverse, ce à quoi on pouvait, des performances auxquelles on pouvait s'attendre. Et d'ailleurs, c'est un des éléments d'échange qu'on avait eu lors de notre dernier webinaire. Mais on a un CAC 40 qui progresse de... Maintenant, ça s'est arrêté au 30 novembre, on progressait de 13%, un petit peu plus maintenant. On a un marché américain et notamment les valeurs technologiques américaines qui progressent aujourd'hui de quasiment 35%. On est ici sur des performances en euros, donc on se positionne dans la perspective d'un investisseur européen et français. Et puis, on peut avoir les performances un petit peu différentes quand on les prend en devise locale, évidemment. Donc, des marchés actions extrêmement performants pour la plupart, des marchés obligataires qui sont globalement positifs, mais pas dans la même mesure que la sous-performance qu'ils ont eu l'année précédente. Par exemple, un investisseur sur des obligations européennes progresse en moyenne sur les 11 premiers mois de l'année de 3,7%, là où il avait reculé de 17% l'année dernière. Donc, on ne rattrape pas non plus toute la baisse de l'année dernière sur des profils qui sont plus défensifs. Là, donc le sujet peut-être, effectivement, on voit des indices qui ont très bien performé, des indices, enfin sur les indices américains, en tout cas une très grosse performance. Est-ce qu'on peut peut-être rentrer dans le détail de la performance de ces indices américains pour bien comprendre? Absolument. Le point d'attention, c'est que quand on regarde ces performances-là, on peut avoir le sentiment que les marchés se sont très bien portés, puis c'est quelque chose de positif, et le sentiment un petit peu que finalement, quel que soit notre investissement, on a gagné de l'argent, et on a gagné plutôt beaucoup d'argent sur l'année 2023. Et quand on zoome un petit peu plus, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre assez fort et assez marqué.
On va prendre l'exemple des marchés américains et du S&P 500 parce que c'est plutôt notre marché directeur, c'est celui qui va donner la tendance à l'ensemble des marchés. Si on fait un petit zoom sur la performance du S&P 500, donc on a vu, on était à peu près à 17% en euros, un petit peu plus de 20% en USD, même 22% en dollars. Mais cet indice, il présente des déséquilibres assez marqués. On a une forte concentration de la performance sur certaines valeurs. Donc, le S&P 500, c'est 500 valeurs. Le secteur technologique a apporté plus de la moitié de la performance de cet indice sur l'année. Donc, si on retire le secteur technologique, finalement, l'indice n'a pas une performance exceptionnelle que ça. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que si, au-delà du secteur technologique, on se concentre sur 7 valeurs, donc 7 valeurs sur 500, on surnomme maintenant les 7 magnifiques, qui sont citées juste là, Tesla, Meta, la maison mère de Facebook, Alphabet, la maison mère de Google, Amazon, Nvidia, Apple et Microsoft. Ces 7 valeurs qui pèsent aujourd'hui à hauteur de quasiment 30% de l'indice S&P ont contribué à hauteur de 75% de la performance du S&P 500. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a 7 valeurs qui font 75% de la performance, donc qui vont apporter 17% de la performance sur les 22, et puis les 493 autres qui vont apporter finalement 5,5. Et c'est un élément important parce que cette concentration, elle veut dire que si on a investi sur ces 7 valeurs, en fin d'année, on fait partie des investisseurs les plus heureux, et si on a manqué ces 7 valeurs, on a quasiment pas de performance. Un autre graphique en bas à droite qui est assez intéressant, qui montre donc l'évolution du poids du secteur technologique avec l'évolution des bénéfices de ces entreprises-là. Premier point, c'est de rappeler que cette concentration de près de 30%, on était à 13% en 2015. Donc cette forte concentration, on ne l'avait pas vue depuis les années 70. Là où il y avait beaucoup d'engouement sur notamment IBM, General Motors, etc. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais qui n'est pas complètement incohérent parce qu'on voit que le poids du secteur technologique augmente au fur et à mesure que les bénéfices de ces entreprises augmentent. Donc il y a une forme de cohérence jusqu'à finalement les dernières années où on voit le poids continuer à progresser légèrement et les bénéfices qui ne suivent pas cette tendance. Donc plus d'intérêt pour les valeurs technologiques, oui, mais attention jusqu'à un certain seuil parce qu'il y a bien un moment où on va avoir une décorrélation entre la réalité économique de ces entreprises et leur poids dans les indices. Alors, on passe directement à la performance des profils. Donc, pareil, là, on va tuer tout suspense. Une très bonne année, quand même, je trouve, pour ces différents profils de gestion. On l'a vu, donc, effectivement, un déséquilibre sur les indices en fonction des poids qu'ont représenté les différentes entreprises que tu as citées. Comment est-ce qu'on fait en tant que gestionnaire pour prendre ça en compte, justement, aujourd'hui sur les profils? Alors, de la diversification, c'est le secret, mais pas trop. On voit que c'est une année où finalement il fallait quand même flécher ses investissements sur les valeurs américaines et les valeurs technologiques américaines. Et c'est là que ça nous a aidé parce qu'en fait la contribution à la performance, elle vient essentiellement de ces valeurs américaines qui étaient bien représentées. On va voir le détail des portefeuilles qui étaient bien représentés dans les portefeuilles. C'est un positionnement qu'on a eu un petit peu tôt parce que ça fait depuis septembre 2022. On est assez positionné sur les valeurs technologiques américaines qui avaient beaucoup reculé en 2022, qui à notre sens était injustifié. C'était justifié par la hausse des taux. Et donc, ce positionnement qu'on n'a pas cessé de renforcer au fil de l'eau a payé sur l'année 2023, autour du mois d'avril, quand il y a eu une forme d'engouement, surtout autour de tout ce qui était investissement lié à l'intelligence artificielle, et en fin d'année, parce qu'on voit que sur le mois qui vient de s'écouler, on fait l'essentiel de la performance. Donc, c'est aussi ce positionnement sur les marchés américains qui nous a aidé à avoir des performances qui sont tout à fait correctes, parce qu'on est à 6% et à plus de 6% aujourd'hui, parce que le marché continue de progresser sur un profil patrimoine, qui est un profil plutôt équilibré, et le profil conviction qui est à 9,5 et qui est aujourd'hui à un peu plus de 10% avec la progression qu'on a depuis le début du mois de décembre. Ce qui est plutôt positif aussi quand on regarde ces performances, si on la compare au taux entre guillemets sans risque, on arrive à surperformer quelque part ce taux-là. C'est aussi l'objectif
de ces profils. Donc, absolument. C'est tout l'enjeu en fait. Quand on est sur un profil plus défensif, la difficulté pour les gérants sur l'année qui vient de s'écouler, c'est de faire mieux qu'un taux sans risque. Parce qu'on n'est plus habitué à des taux sans risque aussi élevés, à des taux sur les fonds euros ou sur même pour prendre tout l'environnement en concurrence sur des comptes à terme par exemple. Donc l'objet c'était d'arriver aussi sur un profil équilibré à une performance au-delà des fameux 3% qu'on peut avoir sans prendre trop de risques aujourd'hui. Donc on est plutôt satisfait d'avoir dépassé les 6%. Si on regarde sur le panorama un peu économique, sur l'année dernière, on avait le sujet principal qui était l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que ça, c'est plus un sujet ou est-ce que ça peut encore l'être? Bonne question. Effectivement, on n'a parlé que d'inflation pendant 18 mois. C'était ce qui faisait couler le plus d'encre. Aujourd'hui, c'est toujours un sujet. Et attention dans la volonté qu'on aurait à se précipiter pour en faire un sujet secondaire. Alors, effectivement, ce n'est plus le seul sujet. Effectivement, beaucoup de chemin a été parcouru parce que en fait, on est passé d'une inflation à 10% ou un peu plus en Europe à maintenant une inflation sous-jacente qui est autour des 4%. Pour rappel, l'inflation sous-jacente, c'est l'inflation hors éléments volatiles, donc hors prix du pétrole, gros, et alimentaire. Et pourquoi est-ce qu'on parle souvent d'inflation sous-jacente? Parce que c'est ce que vont regarder nos banquiers centraux. C'est une inflation qui est plus structurelle, qu'il est plus difficile de faire diminuer, là où la variation du prix du pétrole, finalement, elle peut être assez importante, donc on peut avoir beaucoup de volatilité, alors que dans l'inflation sous-jacente, on a la composante inflation salariale, elle est plus compliquée. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de chemin a été fait. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc la stratégie de nos banquiers centraux a bien fonctionné, mais attention, on n'a pas encore atterri sur les objectifs que se fixent les banquiers centraux autour de 2% d'inflation sous-jacente. Et ce qu'on peut voir sur le graphique qui indique les surprises d'inflation, c'est cette idée qui consiste simplement à dire, et qui a été confirmée il y a quelques heures par la BCE, par Christine Lagarde, cette idée qui consiste à dire que le rythme auquel nous sommes passés de nos pics d'inflation au niveau actuel ne sera pas le même rythme avec lequel nous allons passer des niveaux actuels aux objectifs de 2%. Donc il faudra un petit peu plus d'efforts. C'est pas un sujet qui est complètement derrière nous. Et c'est ce que nous a rappelé d'ailleurs la BCE il y a quelques heures. Alors un des autres sujets évidemment et qui revient un petit peu sur le devant de la scène, c'est la croissance économique. Là où on pouvait avoir des attentes qui étaient beaucoup plus sombres en début d'année, c'est ce qu'on lisait beaucoup, c'est-à-dire on s'attendait avec une hausse des taux aussi violente, on s'attendait à avoir une récession plus ou moins marquée en fonction des continents. Ici, on va identifier quelques éléments qui semblent très importants, surtout pour l'allocation, parce que c'est finalement ce qui nous intéresse. Le premier élément, c'est de faire le constat qu'il y a une évolution qui ne sera pas synchronisée entre les continents. On voit clairement les États-Unis qui se démarquent par rapport à l'Europe, et c'est d'ailleurs un des arguments principaux qui nous pousse à nous renforcer sur la partie US, qui nous semble, offrir plus de perspectives et surtout être plus résiliente dans ces mouvements un petit peu, dans ces phases un petit peu de baisse. Donc, l'atterrissage en douceur, il est tout à fait possible, c'est même le scénario central aux États-Unis, alors qu'en Europe, on a un ralentissement économique qui se poursuit, des chiffres d'activité qui se dégradent et donc une récession qui est assez inévitable. Attention, cependant, malgré la très bonne résilience du marché américain, pourquoi est-ce que le marché américain a aussi bien résisté? C'est en grande partie grâce aux consommateurs américains qui ont continué de consommer comme s'il n'y avait pas d'inflation. Pour ça, ils ont puisé dans leur épargne, pour ça, ils ont fait beaucoup de crédits à la consommation, mais on voit que le moral des ménages, même aux États-Unis, commence à arriver sur un petit plateau. Donc cette dynamique plutôt optimiste qui consistait à dire bon, on n'a pas beaucoup dépensé pendant le Covid, on va en profiter pour... Elle risque de s'épuiser un petit peu. Le niveau d'épargne revient aussi à ces niveaux plus bas qu'on n'a pas vu depuis une dizaine d'années, depuis 13 ans. Donc cette logique qui consiste à dire on va continuer à consommer sans arrêt, elle va certainement un peu ralentir l'année prochaine, ce qui pourrait être un élément supplémentaire qui pousse les marchés à ralentir. Et le dernier élément, on le voit, c'est le petit tableau tout en bas à gauche qui nous montre les attentes de croissance. On va surtout regarder l'année 2024. Concrètement, on attend une croissance à l'échelle mondiale de l'ordre de 2,6%. C'est pas énorme. Elle est essentiellement
apporter sur que le principal contributeur, c'est la Chine, parce qu'on attend 4,5 en Chine. Et quand on regarde les US et la zone euro, on est à 1,2 et 0,6%. Donc, c'est pas non plus des niveaux de croissance qui sont exceptionnels. Donc, dans un environnement comme celui-ci, il faut rester prudent et ne pas se laisser parfois embarquer dans des phénomènes de marché très optimistes autour de certaines thématiques. Et puis pour continuer là-dessus, c'est plutôt intéressant de le mettre en parallèle avec les chiffres qu'on vient de voir, c'est les résultats des entreprises. Quand on investit sur les marchés actions, on s'intéresse évidemment aux entreprises et aux bénéfices que ces entreprises vont faire. Ici, on va regarder deux marchés, le marché américain, le S&P, et le marché européen avec les bénéfices, donc BPA pour bénéfices par action, de l'Eurostoxx. L'élément ici, c'est de dire que certainement que le consensus des analystes est aujourd'hui un petit peu trop optimiste. C'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'ils révisent un peu tardivement ces attentes. Mais quand on regarde les États-Unis, on attend pour l'année 2024, qui est en orange, une croissance des bénéfices de l'ordre de 11,3% et en Europe de l'ordre de 6,3%. Sans être un expert, quand on les met en perspective des chiffres qu'on vient de voir en termes d'attente de croissance du PIB, les fameux 1,206%, on se dit qu'il y en a peut-être un qui se trompe. Et donc, certainement que ici, on est encore un petit peu optimiste. Et on est en plus après une année 2023 assez exceptionnelle où les grandes entreprises leaders sur leur marché, on dit souvent celles qui ont du pricing power, celles qui ont la capacité d'augmenter leur prix sans que ça affecte trop les volumes. On pense évidemment par exemple à Apple et aux derniers iPhones qui sont sortis un petit peu plus chers que la génération précédente. Ça va être difficile pour ces entreprises de continuer à augmenter leur marge. On est dans un environnement même politiquement, quand on voit le pouvoir d'achat diminuer, ça va être compliqué de continuer à augmenter ses marges. Donc certainement que les révisions en début d'année 2024 des révisions à la baisse vont être observées sur les entreprises qui pourraient réasseoir un peu nos attentes sur des choses plus réalistes. Donc là, on est sur la part que vont représenter les actions sur les deux profils. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu le travail que vous avez fait sur cette année 2023 sur les allocations en actions? Bien sûr, sauf élément particulier, on voit une tendance se dessiner. L'année dernière et cette année, et je suis très content parce que c'est très lisible, on pourrait zoomer davantage pour que ça ressorte plus. Notre rôle, c'est évidemment, pour la faire de manière très simple, d'acheter quand on considère qu'il y a une bonne opportunité, donc que ce sont de bons prix, et de vendre quand on considère que le marché est un peu trop. Voilà pourquoi sur l'année 2022, on voit l'exposition action monter, parce que les marchés se dégradent, ça recule, on en profite et on achète, évidemment. Il faut savoir quoi acheter précisément, mais on en profite globalement pour acheter. Et puis sur une année 2023 comme celle-ci, on a des marchés qui sont en croissance et en forte croissance, c'est le contraire. On prend des bénéfices. Alors, intuitivement, ce qu'on observe, c'est souvent l'opposé, c'est-à-dire que les clients ont envie d'acheter quand les marchés sont au plus haut, mais quand on se prépare et on se conditionne à cet exercice-là, il faut, plus les marchés montent, plus on vend dans le portefeuille pour cristalliser les gains, pour éviter l'effet yo-yo où on est très content d'être à plus 10 un jour, et puis on n'est plus qu'à plus 5 quelques mois ensuite. Donc, il faut prendre des bénéfices au fil de la montée des marchés actions. Vraiment, c'est que on le voit, c'est particulièrement marqué finalement sur la fin d'année 2022 aussi, sur le dernier trimestre où là vous augmentez de façon mesurée mais quand même assez significative la part d'actions. Et puis après sur 2023, au fur et à mesure de l'évolution des marchés, une baisse qui paraît. Absolument. On le voit beaucoup plus sur le profil conviction d'ailleurs, mais ce qui est normal puisque c'est une exposition action qui est plus importante que sur le profil patrimoine aussi. Exactement, il est plus dynamique et on voit que le passage de 59 à 73, il est quand même pas anodin. C'est un vrai mouvement d'achat fin 2022. C'est d'ailleurs à celui-ci que je faisais référence quand je disais qu'on était devenu positif sur la tech US. C'est ce mouvement fait en 2022 qui nous a permis de bien rebondir en 2023. Donc ça se fait jamais au dernier moment, ça se prépare, ça s'anticipe et puis ça se déploie. C'est une stratégie qui se déploie au fil de l'année.
Les deux portefeuilles, alors beaucoup de détails, je ne vais pas rentrer dans le détail des lignes, mais si évidemment il y a des questions sur certains fonds, n'hésitez pas. Ici, l'idée, c'est plutôt de rappeler le fonctionnement de ces deux profils, parce que c'est un fonctionnement qui est très particulier, très atypique et qui nous a permis, dans une année comme celle-ci, de participer en grande partie aux hausses de marché qui pouvaient être assez violentes par moment. On l'a vu, on a eu un mois de janvier très violent, et puis ensuite plus rien jusqu'à l'été, une baisse assez marquée pendant 2 mois et demi, et ensuite une hausse en un mois. Dans un contexte comme celui-ci, ce qu'il faut, c'est de la réactivité. Alors, on sait que sur toute gestion pilotée faite en OPCVM, on peut manquer parfois un peu de réactivité. C'est les process techniques et humains qui veulent ça. On envoie des grilles d'allocation, il faut le temps qu'elles soient appliquées, alors que le marché n'attend pas, parfois ça se fait en 1 ou 2 jours. C'est là qu'on a véritablement un avantage très important, grâce au fonds GWS Allocation Tactique. C'est le seul fonds dans toute cette liste que nous gérons. Évidemment, tous les autres sont des fonds qu'on sélectionne et que les clients peuvent aller regarder, qui font partie qui sont gérés par d'autres sociétés de gestion. Ce fonds-là, c'est le seul qu'on gère nous-mêmes. Il n'est constitué que d'ETF. L'idée, elle est très simple, constituer le cœur de l'allocation et permettre en un clin d'œil, parce que c'est littéralement des achats d'ETF qui se font à la seconde, permettre en un clin d'œil d'augmenter ou de diminuer l'exposition. Quand on sent le vent tourner, avant de changer ce qu'on appelle les satellites, ces fonds qui gravitent autour du fonds cœur, on va aller augmenter la pondération action à l'intérieur de ce fonds cœur GWS Allocation Tactique. Sur les mouvements peut-être de cette année, il y en a eu quelques-uns. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous expliquer la stratégie qui a été mise en place? Bien sûr, on peut prendre quelques exemples peut-être pour exprimer la stratégie qui va être déployée sur l'année qui arrive. Premier point, c'est qu'ici, je n'ai mis que les achats et les ventes totales. Donc les fonds qui sont entrés et les fonds qui sont sortis. Il y a énormément de fonds qui sont renforcés et d'autres qui sont allégés. Et en fait, c'est le gros du travail. On passe notre temps pas simplement à dire si c'est un bon ou un mauvais fonds, mais à réajuster le positionnement en fonction de la tendance et du contexte économique. Ici, je n'ai mis que ces fonds-là parce que ça permet de prendre conscience parfois de changements de direction stratégiques. Et il y a notamment ici l'entrée dans les allocations de fonds de petite et moyenne capitalisation, desquels on était complètement absent depuis la création de cette gestion pilotée, et ça va faire 3 ans qu'on est complètement absent de cette thématique d'investissement. C'était volontaire, pour une raison simple, c'est que dans un environnement plutôt trouble, les petites et moyennes entreprises, c'est pas celles qui surperforment. Elles sont moins liquides, donc il y a moins de volume d'échange. Et donc forcément, quand il y a moins de volume, c'est des sociétés qui peuvent souffrir davantage dès qu'il y a un petit peu de volatilité, donc une volonté de vouloir vendre plus. Un petit peu comme dans l'immobilier, quand on a un bien qui est en centre-ville, dans une grande métropole, on va plus simplement trouver un acheteur que quand on est un petit peu plus excentré. Sauf que selon nous, et le point qu'on a fait en introduction sur la concentration de la performance, c'est un peu un signal d'achat sur ces plus petites valeurs et de manière générale sur toutes les valeurs qui ont été délaissées. Ça va faire 3 ans qu'on a une sous-performance de ces valeurs par rapport aux grandes capitalisations. C'est historique. On n'a jamais eu de sous-performance qui a duré aussi longtemps et qui a été aussi importante en termes de décote. Donc on revient petit à petit, et notamment ici avec l'achat de 2 fonds, le Threadneedle American Smaller Company, le Janus Anderson Horizon Pan-Européenne Smaller Company, qui sont 2 fonds small cap, l'un sur les actions américaines, l'autre sur les actions européennes, et qui nous permettent petit à petit de revenir sur cette thématique complètement délaissée et qui, quand elle intéressera, provoquera certainement un mouvement où les performances assez rapides. C'est toujours pareil, quand tout le monde est absent, le retour il peut se faire trop rapidement. C'est vrai que sur les petites et moyennes capitalisations, ça peut faire des très très belles performances assez rapidement aussi, comparativement à des grandes capitalisations. C'est vrai que est-ce que c'est un mouvement qui va continuer? C'est-à-dire que là, vous avez fait un premier renforcement. Est-ce que ça continuera potentiellement sur les mois à venir ou sur l'année 2024? Absolument, et absolument aux 2 remarques que tu as fait. C'est vrai que dans la durée, quand on prend pas mal de recul, la performance des marchés actions, elle se fait essentiellement avec les petites et moyennes capitalisations. On a tendance à l'oublier parce qu'on a aujourd'hui 7 valeurs qui font 75% de la performance du S&P, mais concrètement, et
tendanciellement, c'est ces petites et moyennes entreprises qui sont plutôt le reflet du tissu économique de chaque pays qui vont qui vont tirer les marchés vers le haut. Et donc, aujourd'hui, on se positionne là-dessus pour une durée certainement un petit peu plus longue. C'est un positionnement qu'on va avoir certainement sur 1 an, 2 ans, voire un petit peu plus. Et puis, c'est une première position. L'idée, c'est de continuer à renforcer ces positions-là au fil des opportunités. Sur la répartition géographique, toujours relativement la même tendance. Alors c'est vrai on voit un équilibre entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, donc là tu nous disais plutôt la recherche sur le marché américain. Par contre, quand on voit un petit peu cette allocation, on dit que finalement on a encore une part européenne assez importante. C'est vrai, ça mérite quelques explications. Donc je réitère ce que je dis, on est obligé d'être, quand on fait de l'investissement, même si on fait quelques constats qui peuvent nous déplaire, il faut se rendre compte de la réalité. Et notre réalité sur les marchés, c'est que ce sont les Américains qui font la tendance. Et que quand il y a des difficultés, des ralentissements ou même des crises financières, on les subit plus violemment en Europe qu'on les subit aux États-Unis. C'est un marché qui est plus résilient que le nôtre et c'est un marché qui va reprendre des couleurs généralement plus rapidement que nous quand on est en période de reprise économique. Donc, le biais, il est très clairement affiché, plutôt sur des valeurs américaines. Alors, quand on fait la répartition géographique, on va regarder où cotent les différentes entreprises. Je prends un exemple très simple, en regardant les valeurs de luxe françaises qui attirent beaucoup d'investisseurs, elles vont ressortir comme étant évidemment des entreprises françaises et donc du coup dans la catégorie Europe. Mais dans les faits, c'est des entreprises qui vont faire leur chiffre d'affaires essentiellement aux États-Unis à hauteur de 50% et en grande partie en Chine à hauteur de 25-30% en fonction des valeurs. Donc c'est une entreprise qui va en fait pas véritablement dépendre de la consommation des ménages européens. Donc même si visuellement, ici, on peut se faire le constat qu'on a quand même une part d'action européenne assez importante, on se rend compte que finalement, on a que plutôt les small caps, les petites entreprises qui dépendent vraiment du tissu économique européen. Sinon, on a énormément d'entreprises internationales. Donc on se concentre sur les pays développés, essentiellement sur les États-Unis et une part plus réduite sur la partie Asie et émergente qui profitera certainement de la baisse des taux, mais qui aujourd'hui ne justifie pas un réinvestissement massif. Alors là, c'est un zoom vraiment sur le fonds allocation tactique. Donc là, on va vraiment cibler ce fonds-là, donc comme tu disais tout à l'heure, qui permet une meilleure réactivité. Pour rappel, donc ce fonds, il va représenter 20% sur le profil patrimoine et 40% sur le profil conviction. Et là, on fait un focus vraiment sur ce fonds-là et pas sur les fonds satellites dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. C'est un outil. C'est un fonds outil. Il faut le voir comme ça. C'est un fonds qui n'a aucune raison d'exister en dehors de l'allocation qu'on fait pour Alta Profit. Donc, il va venir, son rôle, ça va être de complémenter l'allocation qu'on constitue avec ces fameux fonds satellites. Sur les satellites, on va plutôt prendre position sur des éléments assez précis, de moyen à long terme, et donc c'est des fonds qui n'ont pas vocation à bouger tous les jours. On va prendre position pour du moyen long terme. Ici, ça va être plutôt une allocation cœur qui va être beaucoup plus réactive et qui va nous permettre de saisir les opportunités à court terme ou à moyen terme. Ce qu'on retient sur cette exposition-là, c'est que quand on a regardé tout à l'heure l'allocation globale, on n'a aucun fonds de trésorerie. On va se dire, mais attends, j'ai pas tant d'actions que ça, alors où est le reste? Eh ben, il y en a une bonne partie sur les obligations, mais on a également du monétaire, du cash en fait, d'un fonds de trésorerie. Et cette trésorerie, on ne va pas la retrouver comme étant une ligne satellite. Ça a finalement très peu d'intérêt parce qu'on veut avoir de la réactivité. Le seul intérêt d'avoir des liquidités, c'est de pouvoir saisir une opportunité. Donc les liquidités qu'on a, elles sont essentiellement dans ce fonds-là. On voit qu'on a 43% de monétaire. C'est des cartouches au sec qui nous permettront de réagir dès qu'il y a un trou d'air sur les marchés, aussi bien sur la partie action que sur la partie obligataire. C'est encore le cas ce matin. On ne le voit pas encore ici, mais ce matin, on a décidé de renforcer davantage la partie small et mid cap suite au discours de Powell hier, de Jérôme Powell, président de la Fed.
Et ça, on a décidé de le faire pour être assez réactif. On a décidé de le faire à travers des trackers dans le fond chez WS Allocation Tactique. Donc c'est encore une fois un exemple de cette réactivité qu'on peut avoir. Et cette poche de liquidité, c'est vraiment, il faut vraiment le voir comme ça, nos cartouches au sel qui nous permettent de réagir quasi instantanément sur les marchés. Et puis complètement en ligne avec ce qu'on a vu précédemment. Alors, il y a un peu plus de volatilité, donc on a des écarts un peu plus marqués, mais c'est tout à fait naturel. C'est un fonds qui se veut être réactif. Donc, mais la tendance globale, elle suit ce qu'on a décrit. On renforce quand les marchés sont au plus bas. C'est juste qu'on va renforcer de manière plus massive. On voit des écarts qui peuvent être importants quand on passe de 54% à 24% en l'espace de quelques jours, mais c'est l'objectif d'un fonds comme celui-ci. C'est vraiment nous apporter quelque chose qui est inexistant sur les gestions pilotées, nous apporter cette réactivité qui est assez primordiale quand on a un marché qui varie aussi rapidement. Donc on a fini. Merci beaucoup Ibrahim pour cette présentation. On va peut-être passer aux questions, des nombreuses questions, j'imagine, des différentes personnes qui nous suivent. Alors peut-être une première question. Vous nous avez parlé d'une performance de 6% en 2023, dont 4% le dernier mois. Est-ce que du coup vous vous attendez à des corrections début 2024? Alors, bonne question. On peut toujours avoir évidemment des épisodes de volatilité sur l'année 2024. Si on se remet un petit peu dans le contexte de ce qu'on peut attendre sur l'année 2024, il faut, et on a cette opportunité maintenant, ce n'était pas le cas il y a quelques années, de véritablement distinguer les deux stratégies. On parle des 6%, donc on parle du profil patrimoine, dans lequel la pondération d'obligations est particulièrement importante. Cette pondération d'obligations, elle va jouer un rôle qui est primordial en 2024. Donc évidemment, on peut avoir des phases de correction sur la poche action. On l'a vu, on attend des ralentissements économiques, surtout en Europe. Donc la poche action pourrait reculer et on va se dire les choses de manière très transparente. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça nous permettrait de renforcer davantage notre exposition action. Par contre, l'année 2024, et maintenant il n'y a plus trop de doute après ce que nous a dit Powell hier, l'année 2024, ça serait une année plutôt de baisse des taux. Cette baisse des taux, elle veut dire que notre poche obligataire va être revalorisée. C'est inversement proportionnel. Si les taux baissent, on gagne de l'argent sur les obligations déjà détenues. Et donc, même si on s'attend à avoir quelques corrections sur la partie action, la poche obligataire devrait en grande partie compenser, même complètement rattraper ces baisses-là, ce qui veut dire qu'on devrait avoir beaucoup moins de volatilité sur un profil patrimoine que ce qu'on pouvait observer il y a quelques années quand on avait des taux à zéro. Merci. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que, selon vous, le développement de l'IA peut avoir un impact sur les marchés? Totalement. Totalement. Et je pense qu'on ne mesure pas encore assez précisément quelle va être l'ampleur de cet impact. Alors, il y a un engouement, et c'est là que je vous invite tous à faire attention. Il y a un engouement particulièrement marqué autour de toutes les valeurs qui font de l'intelligence artificielle. Et donc, on voit dès qu'on fait de l'intelligence artificielle et dès qu'on investit ou qu'on a quelques succès là-dessus, il y a un emballement en termes d'investissement. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de visibilité. On voit évidemment que globalement, les GAFA ou les sept magnifiques se démarquent là-dessus parce qu'ils ont assez de moyens pour investir. Mais le changement et les évolutions dues à l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos vies et dans beaucoup d'industries va être particulièrement important, mais va mettre un peu de temps à s'installer. Donc, pas d'engouement exagéré, c'est-à-dire qu'on ne va pas, un petit peu comme pour faire le parallèle avec les années 2000, où tout ce qui finissait par .com était acheté quel que soit le prix. On va continuer à regarder l'aspect raisonnable de l'investissement, mais évidemment que l'intelligence artificielle va impacter et les valeurs technologiques et les valeurs qui ne sont pas du tout technologiques, qui vont intégrer l'IA dans leur fonctionnement au quotidien et donc des gains de productivité qui risquent d'être très importants. Merci. Alors, on l'a vu, il y a l'inflation qui semble ralentir. Mais du coup, quelles sont les principales sources d'incertitude aujourd'hui ou de volatilité sur les marchés? Alors, il y a plusieurs éléments. On voit déjà que le marché est très conditionné par les politiques monétaires. Donc, c'est très lié, parce que les politiques monétaires, depuis quelques années, sont très data-dépendants. Donc, dès qu'on a des évolutions d'inflation, ça impacte les politiques monétaires. Mais comme on l'a dit, l'inflation n'est pas un sujet qui est complètement derrière nous. Et attention, si on commence à baisser les taux
trop vite et trop fort, ça pourrait réanimer un petit peu cette inflation qui est en train de décélérer, mais qui est toujours d'actualité. Donc l'inflation reste un sujet. Attention à ne pas l'enterrer trop vite. Et puis ensuite, on va avoir des sujets sur la croissance économique. On le voit. En Europe, les chiffres d'activité sont pas très bons, sont même particulièrement mauvais pour la partie plutôt industrielle, manufacturière. Et donc, ça va être des éléments qu'on va suivre de très près. Mais les marchés restent très focalisés sur le niveau des taux d'intérêt et donc ce fameux pivot qui semble être acté, ce fameux pivot de la Fed qui consiste à dire qu'on a fini la hausse des taux et qu'on rentre dans cette phase de baisse des taux. Et donc les surprises sur les baisses des taux seront un élément déterminant l'année prochaine, comme ça l'a été à la hausse cette année. Le pivot aussi qu'on constate là, enfin, je pense explique une bonne partie de la bonne performance des marchés sur les dernières semaines. Absolument. Pour ne donner que quelques chiffres, on attendait une baisse des taux. D'abord, les premières baisses de taux étaient attendues sur la deuxième partie de l'année 2024. On les a attendues plutôt pour l'été 2024. Et maintenant, on les attend sur le consensus des analystes les attend pour avril. En avril, il y aura une première baisse des taux d'après les analystes. Et donc, c'est toujours une question de surprise positive ou négative. Si finalement, c'est pas en avril, mais un peu plus tard, ce sera une déception. Donc, les marchés pourront corriger un petit peu. Si ça se fait de manière effective en avril ou même un peu plus tôt, ça peut être une surprise qui peut être prise comme très positive par les investisseurs. Merci. Peut-être juste une dernière question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les marchés émergents, ils offrent toujours des opportunités d'investissement attrayantes? Alors, il y en aura peut-être un petit peu plus avec la baisse des taux parce que ça peut aider les pays émergents. Mais encore une fois, à notre sens, pas d'opportunité qui mériterait qu'on ait des réinvestissements massifs. On a eu quelques sujets sur la Chine, ça aura échappé à personne. La Chine qui a été plutôt en souffrance après un très bon premier trimestre, finalement de l'immobilier qui est venu apporter beaucoup d'incertitudes, des consommateurs chinois qui sont en perte de confiance et donc qui ne consomment pas comme on pourrait l'attendre. Des mesures de relance en Chine qui ont été jugées trop faibles pour relancer l'économie et redonner une certaine confiance aux consommateurs. Donc, on est dans une situation qui peut durer un petit peu plus longtemps que prévu, plus spécifiquement pour la Chine. Et donc, on ne se précipite pas sur les réinvestissements en Chine. Pour rappel, la Chine, elle n'est pas dans la même situation que nous. Elle est plutôt en déflation. Et donc, des mesures de relance sont pas vraiment les bienvenues parce que ça alimenterait cette déflation. Et ce qu'il va éviter, c'est un scénario plutôt éviter le scénario à la japonaise. Donc, on peut rester dans une situation, dans une forme d'impasse encore un petit moment, ce qu'on appelle le dead money. Il ne se passera pas grand-chose. Pour l'instant, on ne se repositionne pas massivement. Merci Clément, je te laisse conclure. Merci beaucoup Ibrahim pour toutes ces analyses. Rapidement en conclusion, donc une très bonne année 2023 pour les profils GWS et ça je trouve très bien parce que c'est vrai qu'on a eu une année 2022 qui a été un peu plus compliquée et là ça permet de contrebalancer un petit peu la performance de l'année 2022. On verra effectivement l'année 2024 comment évoluent les marchés. C'est vrai qu'avec notamment le fonds allocation tactique, ça permettra d'être réactif pour potentiellement ces évolutions de marché. Donc en tout cas, merci beaucoup Ibrahim pour toutes ces analyses et merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour notre prochain webinaire.